étudiantes, camarades étudiants, distingués participants, je voudrais avant toute chose que nous sommes permis de pouvoir remercier le chef de département de centre politique initiative, le professeur Moutatia Krishna et l'ensemble du bureau du département pour le dynamisme imprégné dans l'organisation des activités scientifiques et culturelles au sein de notre département. La thématique qui m'a été proposée à l'occasion de cette conférence est intitulée, comme on peut bien le lire, 64, l'état de la nation 64 ans après, bilan et perspective. Je vais tenter d'en donner un côté, quoi qu'il s'agisse d'un exercice ou d'une tâche, disons d'une tâche herculéenne, étant donné qu'il est pour moi difficile de faire cette évaluation, ce bilan de 64 ans, pendant 10 minutes, nous accordées par l'organisation. Mais je peux faire un effort de donner quelques éléments saillants qui marquent le grand moment de cet itinéraire congolais vieux de 64 ans. Je me suis fondé sur quelques béquilles scientifiques. Et ces béquilles scientifiques et méthodologiques nous ont conduits à l'existant, où nous avons puisé quelques informations sur l'état tel que décrypté par le conseil congolais, les éléments présentés par Issa Kiboul dans son état vampirisé, et notamment sur la gouvernance foncière. Nous avons aussi essayé de pêcher dans les ruisseaux de Ramazan Chadari sur les institutions et bien d'autres auteurs comme Mahoundou et bien d'autres que je ne sais pas citer ici. Et c'est à partir de cela que nous allons nous efforcer de nous écarter d'une certaine vision partisane, étant donné que faire le bilan d'une gouvernance de 64 ans peut aussi amener à une certaine vision partielle. Ma communication s'articule sur 2 points. Bien entendu, après une brève introduction et la conclusion, une brève conclusion qui va s'ensuivre. Dans un premier temps, nous allons vous présenter un bref état des lieux de l'itinéraire congolais de 64 ans. En deuxième position, nous allons dégager quelques perspectives pouvant permettre, comme le doyen l'a dit, pas seulement des recommandations, mais il faut aussi des engagements que nous pouvons considérer comme des résolutions. En ce qui concerne le premier point, il y a bien de noter que la vie démocratique du Congo, notre pays, 64 ans après son indépendance, est restée confrontée à la permanente et défiante problématique du sous-développement, avec comme conséquence une pauvreté chronique. Et cette pauvreté, elle est aussi une pauvreté de masse. Ce qui allait nous contraste avec ce que la République démocratique du Congo a comme ressources naturelles. Le professeur Félix qui va revenir sur les mines, sûrement va entrer en détail. Et le professeur Otoyi a parlé des ressources naturelles qui sont nombreuses dans notre pays. Nous avons les ressources minières. Actuellement, le cobalt est utilisé dans la fabrication des batteries ou des véhicules. Nous avons les coltan utilisés dans la fabrication des puces d'ordinateurs et même des téléphones. Nous avons les ressources électriques
où les poissons meurent de vieillissement. Nous avons des sites touristiques qui ne sont pas exploités et tout cela, il y a aussi lieu de noter la richesse du potentiel humain congolais. Des ressources humaines formidables, mais malgré cela, le pays aussi, si vous voulez, la nation congolaise reste ancrée dans une situation de pauvreté. La République démocratique du Congo, notre pays, se remet difficilement de ces problèmes politiques, de ces problèmes économiques et même de la misère sociale dans laquelle il s'est englouti depuis la fin de la deuxième moitié de la décennie 70. Ce qui a poussé au professeur Bongeli de considérer notre pays comme un pays d'exception, comme une terre boueuse qui empêche une avancée significative afin de permettre à la gouvernance de répondre aux attentes citoyennes. Mais malgré ce calvaire que la colonisation nous a fait subir, cela a été relevé par le premier intervenant, à l'indépendance, la République démocratique du Congo disposait d'un tissu économique intégré. Mais ce tissu économique s'est disloqué à la suite des troubles, des pillages et des guerres et des mesures politico-économiques du genre zaïrianisation 73 qui ont carrément donné un coup d'œil à la culture et au secteur implanté dans les milieux ruraux et a découragé tout ce qui avait comme projet d'investissement privé, aussi bien des étrangers que des nationaux. On a noté une réduction des capacités des industries manufacturières, ce qui est tout simplement considéré comme une sorte de galaxologie, à la fois du fait d'une politique d'incitation insuffisante, des faillites généralisées des entreprises publiques, considérées comme des canards boités, la dégradation continue des infrastructures essentielles, la désorganisation fournie et entretenue par une gouvernance en carton, incapable de favoriser une bourgeoisie nationale. On a assisté le long des 64 ans d'indépendance à une bourgeoisie comprador, une bourgeoisie qui faisait en sorte que les gestionnaires de l'État, on amène des ressources de l'État et s'enrichissaient sans pour autant instaurer une bourgeoisie nationale. Mesdames et messieurs, je voudrais ici rappeler un fait qui montre la dégradation de la République démocratique du Congo comme État-nation. Dans le domaine de médecine, les années 60-70 ont vu les Sud-Africains, les Camerounais et Gabonais venir se faire soigner au Congo. Et la République démocratique du Congo équivalait la Corée du Sud et les autres pays émergents en termes d'infrastructures et autres structures. Allez aujourd'hui en Corée du Sud, il n'y a plus de comparaison à faire avec ce que nous vivons en République démocratique du Congo. Parce qu'on ne peut comparer que ce qui est comparable. Un pays qui avait le même niveau que nous. Aujourd'hui, vous arrivez à l'aéroport de Incheon. Pour arriver à cette ville qui suit directement, vous traversez un pont de 21 km. Un pont de 21 km pour dire quelque chose. Et les 12 000 km sont bâtis, sont construits sur la mer. J'ai fait le déplacement en 2022-2023 à Séoul avec un responsable du ministère de la Jeunesse ici chez nous à la République démocratique du Congo. Il va regarder les infrastructures et il me dit en Swahili que Ababatu Bekobalos, il dit ces gens sont des sorciers. En début du renforcement de cette crise dont les effets nocifs se sont fait sentir durant toute la décennie 80, après une dizaine d'années de stabilité et de prospérité,
précédait bien entendu d'un long processus de personnification du pouvoir politique par une longue période de dictature. L'année 90 est venue marquer un tournant très inquiétant dans l'évolution de l'histoire de la démocratie du Congo. La réforme du 24 avril a davantage accéléré la décomposition de l'État. De la même manière qu'en 60, le pays s'est retrouvé à nouveau écartelé entre plusieurs intérêts divergents. C'est pendant cette période qu'on a assisté au dédoublement des institutions. Un parlement qui siégeait à l'issue des discussions organisées à la conférence nationale et un autre parlement soutenu par le pouvoir en place siégeait, ce qui a amené certainement à une véritable confusion, quand bien même un certain consensus s'était suivi. D'un côté, il y avait l'opposition politique qui trouvait venir le moment d'accéder à un pouvoir politique dont elle était sous ce qu'elle a exclu. Et l'Occident, pour sa part, tenait à tout prix à se débarrasser du président Mobutu, dorénavant inutile et encombrant au regard des nouvelles exigences géostratégiques et géopolitiques, et surtout notamment à cause de l'effondrement de l'État. L'État avait perdu son sens. L'insécurité était partout. Les arrestations, que vous alliez au port, au beach, au niveau des espaces publics, un peu partout, on a senti une véritable désorganisation de l'institution de l'État. Mais est-ce que c'est pour cela que nous pouvons dire que l'itinéraire congolais de 64 ans n'a pas eu de plan et de programme pour une certaine stabilité ou stabilisation économique? Il y a certainement des plans qui ont eu à être décidés par les différents gouvernements ou les gouvernements successifs. On peut considérer par exemple le programme d'expansion économique de 1960. Il y a eu le plan quinquennal de 1960, le plan quinquennal de 67, le plan quinquennal de 86, le plan triennal minimum de 97, le programme multisectoriel d'urgence de reconstruction de l'habitation, avec comme première phase le programme intérimaire renforcé de 2020, piloté par les institutions de Bretton Woods. Malheureusement, comme d'habitude, on se laisse inféoder à la Banque mondiale, au FMI, qui viennent avec beaucoup de conditionnalités. Ce sont ceux-là qui vont essayer de gérer les différents programmes, ou soit de piloter certains programmes qui ont été décidés par le gouvernement. Nous avions eu aussi le programme minimum pour la relance économique de transition de 2003. Le programme multisectoriel 5 chantiers de la République, la révolution de la modernité et dernièrement le programme de développement de 145 territoires, PNL 145 en Syrie. Mais qu'est-ce qu'il faut rappeler à ce niveau? Il faut noter que la plupart de ces plans et programmes ont connu des limites. Et ces limites étaient bien entendu dites aux facteurs aussi bien endogènes qu'exogènes. Si vous laissez les plans qui sont d'une certaine manière instrumentalisés par les FMI, le Fonds monétaire international, la Banque mondiale, et si vous n'impliquez pas ce que nous pouvons considérer comme population libérale, c'est-à-dire les populations concernées, il y a beaucoup de doutes que pareil programme puisse réussir. Je donne l'exemple des programmes de 145 territoires. On a fait venir à Kinshasa les provinciaux, les députés provinciaux. Et quand ça arrive, et qui était supposé connaître les vécus quotidiens au niveau des entités territoriales de base, mais chacun a orienté l'opérationnalisation de ces programmes par rapport à ses intérêts. Si les populations avaient été interrogées, par exemple, ces populations allaient plaider pour la construction des routes, par exemple. La construction des routes. Comment vous allez engager, parce qu'il faut qu'on construise une école, ça et là,
un centre de santé ça et là, sans qu'il n'y ait de routes qui permettent l'évacuation des matériaux de construction. C'est ainsi qu'on a vu des véhicules de gros tonnage qui se sont embourbés, qui sont restés pendant plusieurs mois parce que devant amener les sacs de ciment et autres matériaux de construction. Il faut, à la lumière des faits et autres rapports élaborés au sujet de la gouvernance sociopolitique en République démocratique du Congo, il y a lieu de dire que l'élite congolaise, dans sa diversité, de l'itinéraire congolais n'a pas été à la hauteur d'une gouvernance à même de conduire la refondation de l'État-nation, du moins en vue de son développement intégral. Plusieurs rapports ont été présentés faisant allusion à la corruption, à l'impunité. Lutunula y a présenté, Bakande Chai a dirigé une commission qui a parlé de ces problèmes de corruption. Aujourd'hui, il y a 8 chefs qui mettent des enquêtes et fait des rapports, quand bien même considérés aujourd'hui comme plutôt branche politique du pouvoir pour faire telle toutefois discordante, à tort ou à raison. Mais ce sont des rapports qui existent, qui montrent que le pays, pendant l'itinéraire congolais, a beaucoup souffert de son élite dans sa diversité. Que ce soit l'élite intellectuelle, l'élite politique, et même au niveau de la société civile, tout le monde a péché. Ainsi, il suffit de faire une analyse sur le travail du Parlement depuis des années, notamment en matière de contrôle de l'exécutif et d'autres services de l'État. Vous allez vous rendre compte que le contrôle ne se fait pas. Ce laxisme observé ne peut pas conduire à des décisions conséquentes, à même de refonder l'État-nation, à même de refonder la République. Une structure ou une institution qui n'est là que de manière protocolaire, qui ressemblerait tout simplement à une caisse de résonance qui allait plutôt qui va dans l'orientation des décisions qui viennent d'en haut. Des structures comme ça ne peuvent pas aider la République. Observez aussi le laxisme à travers le comportement des gestionnaires publics, que ce soit des magistrats. Voyez comment la démocratie est mise à mal, tout simplement à la quête des intérêts égoïstes, des détournements éhontés, pour se rendre compte de la gravité de la situation pendant cet itinéraire de 64 ans de vie d'indépendance. En fait, la plupart des mesures découlant de cette conjoncture sociopolitique n'ont pas été de véritables politiques publiques, mais plutôt des erreurs et des concessions ayant pour finalité la politique du ventre chère à François Bayrou. Les mécanismes sécuritaires élaborés ont manqué de concrétisation à quelques exceptions, surtout à cause de la non prise en compte d'une approche touristique et de la convoitise internationale dont la République démocratique du Congo est victime, comme cela a été dit tout à l'heure par le premier intervenant. C'est la raison même de la persistance des violences et conflits armés observés jusqu'à ce jour dans les régions de l'Est du pays. Cette violence est considérée comme étant une violence de deuxième génération, rend difficile l'établissement effectif de l'autorité de l'État et même son développement, laissant ainsi au groupe d'intérêts divers et d'autres forces négatives l'exploitation illicite en toute impunité des richesses naturelles alors que les Congolais continuent à croupir dans la misère. Les évêques catholiques de la République démocratique du Congo n'ont pas manqué de relever à leur mémorandum à la haute hiérarchie du pays dans lesquels ils ont dénoncé les dysfonctionnements de la technostructure institutionnelle, la matérialisation de la décentralisation, disons la non-matérialisation de la décentralisation, l'agrément désordonné des partis politiques, le non-respect de l'ordre constitutionnel, la nécessité de l'intégrité de l'État pour la cohésion nationale, tout en conscientisant la population à la défense de ses droits face aux dangers graves que représente notamment la guerre de l'Est
pour l'unité de la nation, la stabilité des institutions et la sécurité des personnes et de leurs biens. Nous allons le dire seulement, on a affaire à des dirigeants égoïstes, on a affaire à une opposition atypique comme nous allons le dire, on a aussi affaire à une population naïve, inactive, qui passe le clair de son temps dans une vision ambiguë, dans des considérations ambiguës, sans pour autant s'occuper et s'intéresser des problèmes essentiels du pays. Les élections organisées dans cet itinéraire congolais ont créé par leur irrégularité une fracture entre acteurs politiques, dirigeants de population, avec comme conséquence un déficit de légitimité des gouvernements, avec le risque d'aboutir à une crise genèse justifiée par la rupture du contrat social entre gouvernants et gouvernés. À la base, il y a la gouvernance non orthodoxe. Il y a lieu de relever, disons, à la base de cette gouvernance non orthodoxe, il y a lieu de relever le manque de nationalisme. Et si vous voulez même du patriotisme. Le Congolais, dans son ensemble, c'est quelqu'un qui peut facilement dire qu'on va le pays et qu'on se partage de l'argent. Quelqu'un qui a cette vision-là ne pourra jamais défendre le pays, ne pourra jamais défendre le pays, quoi qu'il advienne. Il y a la dynamique d'antagonisme autour de laquelle du contrôle du pouvoir politique, afin de se servir d'abord. Le souci, c'est de se servir d'abord et non de servir avant toute chose. C'est dans cette optique qu'il faut notamment qu'il s'instaure la continuité d'une polémologie entre les acteurs sociopolitiques en présence, en face des populations, comme je venais de le dire plutôt, des populations inactives et une opposition atypique. C'est vrai que cette attitude est aussi dictée par la répression qui fait paniquer, qui conduit les différentes populations à une certaine psychose, notamment quand il y a des arrestations arbitraires, des rétrécissements des libertés, tout cela entame une certaine démarche beaucoup plus démocratique. Il faut quand même le dire que pendant l'itinéraire congolais de 64 ans, tout n'a pas été que bien. Il y a lieu de reconnaître que la majorité d'acteurs sociopolitiques se soucient de la préservation de l'unité nationale et de l'intégrité territoriale et de l'éradication de la guerre de l'Est nous imposée par les voisins, notamment le Rwanda. On a tendance à citer plus le Rwanda, alors que même les Ougandais, qui dans une certaine mesure ont pris l'armée pour se battre à Ituri, et ce sont ces mêmes voisins qui nous agressent, mais on cible plutôt davantage le Rwanda, alors que l'Ouganda aussi est parmi les agresseurs. Il y a lieu aussi de noter que dans cet itinéraire, il y a eu des retours au multipartisme politique et syndical. Après une longue période d'obscurantisme politique, on est revenu quand même au multipartisme politique et syndical. Il y a lieu aussi de noter la libération de l'économie, quoique non encore diversifiée. On se base plus sur le secteur minier, mais la diversification de l'économie est plus chantée sans une certaine opérationnalisation. En fait, sans évacuer en bloc les efforts fournis, comme nous venons de le dire, par la gouvernance de 64 ans après l'indépendance, dans le domaine des infrastructures, il faut noter dans cet itinéraire un début de construction des routes, notamment. Mais en fait, beaucoup reste à faire. La gestion de la res publica a laissé intact les problèmes de chômage, de l'éducation, de l'eau et de l'électricité, et même de la santé, malgré le début de la gratuité de l'école primaire et la maternité, ce qui est tout juste encouragé, mais qui nécessite absolument une certaine rectification. Quelles peuvent être les perspectives devant amener à des réflexions conséquentes pour un certain engagement ou pour certaines résolutions? Nous pensons que pour sortir la vie démocratique du profond trou,
il faut un véritable engagement à l'unisson afin de provoquer un effet catharsis et inciter la nation congolaise à se ressaisir et se mobiliser pour la transformation qualitative de la gouvernance en vue d'un changement radical de mentalité. Une déprogrammation positive de la mentalité, une conversion dictée par l'amour de la patrie, les valeurs républicaines, la justice sociale, les refus des injonctions de l'empire du donateur par une gouvernance fondée sur la rationalité et l'intérêt de la population. En d'autres termes, il faut une volonté politique marquée par une rupture avec une gestion économique hasardeuse pour se tourner vers des politiques qui emportent l'adhésion des communautés nationales. Relever ces défis voudrait qu'il y ait des quêtes de refondation